Bonjour. Bonsoir à tous. Tu m'entends, Olivier? Enchanté François, bonsoir à toi, et bonsoir à tous et toutes. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau webinaire consacré ce soir au pré-burnout, au burnout, à la dépression, à l'anxiété. Nous avons le plaisir de recevoir le docteur Olivier Madellerieux. Bonsoir, Olivier. Bonsoir François. Donc, je suis François Laine, je suis journaliste santé, et Olivier Madellerieux, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, est docteur en pharmacie, instructeur en hypnose, coach international, et fondateur de la Neuro Success Academy. Et préparateur mental de champion sportif. Merci de cette précision. Et donc ce soir, effectivement, tu vas nous éclairer sur tout ce une dimension assez particulière de la prévention, voire de la sortie des états que j'ai mentionnés, via le fonctionnement général du cerveau et bien surtout les neurotransmetteurs qui sont la chimie efficace d'un cerveau qui marche bien. Parfait, tout à fait. Alors, s'il te plaît, Olivier, d'abord, on va essayer de commencer par y voir clair, au moins dans les termes que j'ai énoncés. Qu'est-ce que c'est qu'un pré-burnout? Qu'est-ce qu'un burnout qui a des différences avec une dépression ou avec des états anxieux? Très bien. Alors, je vais te répondre. Si je peux juste en 3 minutes expliquer un petit peu les neurotransmetteurs d'entrée qui vont être impliqués de manière à ce que je puisse éviter de parler avec des mots qui seraient des concepts sans que les personnes aient le vocabulaire adéquat. Donc, les neurotransmetteurs, ce sont des neuropeptides qui sont libérés donc par ce qu'on appelle le cortex singulaire et qui vont libérer donc qui sont des neurotransmetteurs et donnent des informations. On a plusieurs types de neurotransmetteurs. On a des neurotransmetteurs qui sont des médiateurs périphériques comme l'ocytocine, la vasopressine, l'acétylcholine. Ça, c'est un premier type. Et on a deux autres types. On a un type de neurotransmetteurs qui sont des toniques. Et là, on va retrouver la noradrénaline, on va trouver l'adrénaline, on va trouver la dopamine, on va trouver aussi le glutamate. Le glutamate qui est 1000 fois plus concentré que la dopamine et la noradrénaline. Et si je cite ceci, c'est que quand ils vont être abaissés, eh bien, on va avoir burn-out, pré-burnout ou dépression. Donc, c'est important de comprendre que ces neurotransmetteurs qui sont des neurotransmetteurs donc toniques qui donnent de l'énergie, qu'on va catégoriser pour la noradrénaline et adrénaline en catécholamine, sont des on, c'est-à-dire c'est ce qui va donner la puissance au cerveau. Et quand ils sont abaissés, ben, on n'a plus de commande dans le cerveau. C'est pour ça qu'on va rentrer un petit peu dans la catégorisation tout à l'heure des différents termes. La deuxième chose, c'est qu'on a des neuromédiateurs qui sont des inhibiteurs dans lesquels on va trouver la sérotonine, on va trouver le GABA et on va trouver la glycine. Voilà. Et ces trois neuromédiateurs interviennent, on va dire, dans la répression un petit peu d'anxiété. Et quand ces neurotransmetteurs sont abaissés, eh bien, on peut avoir des anxiétés simples, des anxiétés assez importantes, avec la glycine qui serait en plus diminuée, et également donc dépression, burn-out. Voilà, donc on va rentrer dans le détail, mais je voulais déjà expliquer cette catégorisation. Tu as raison. Voilà. Alors, attends, Olivier, peut-être que, avant de rentrer dans le détail des définitions, des termes qu'on a employés, est-ce que tu pourrais nous donner en termes d'environnement, pourquoi est-ce que la France est le premier pays consommateur d'antidépresseurs? Pourquoi est-ce que le burn-out fait de tels ravages dans le monde du travail? Parce qu'on sait que les arrêts de travail sont maintenant, le burn-out est responsable d'une large partie des arrêts de travail qui sont donnés chaque année aux Français. Pourquoi est-ce qu'on est autant atteint par ces troubles-là? Alors, premièrement, donc pourquoi on est le premier pays donc en termes de consommation, on va dire d'antidépresseurs. La France est un pays qui n'est pas un pays qui agit pour la santé, mais contre la maladie. Et donc, on n'est que dans la symptomatologie, contrairement à la Suisse, par exemple, ou d'autres pays qui sont en prévention. Et donc, forcément, pour éviter tout ce qui est stress ou burn-out, il y a une modification d'hygiène de vie. Donc, si tu modifies pas ton hygiène de vie, ben forcément, tu vas faire appel à des rustines pour boucher, on va dire, les problèmes que tu vas te créer tout le temps. C'est pas parce que tu vas prendre des anxiolytiques que tu n'auras pas d'anxiété. Il faut changer de mode de vie. Il faut gérer ses émotions. Il faut faire des respirations. Il y a tout un tas de techniques. J'en parlerai quelques-unes tout à l'heure. Si tu les pratiques pas, ben forcément, le médicament, il ne fait que changer le symptôme, mais sans modifier la cause. Voilà. Et donc, en France, on a cette culture des laboratoires. Alors, tout simplement parce qu'on avait, à un moment donné, 430 laboratoires. Moi, quand j'ai fait mes études
de pharmacie. C'était impressionnant, le nombre de laboratoires, mais dont on ne connaît même pas le nom en France, qui vont vendre juste un produit comme, on va dire, une acétylcystéine, comme un sirop, donc, si tu veux, pour les toux sèches. Et puis un autre qui va vendre deux produits à côté. Le laboratoire Fürth, par exemple, à Bordeaux, c'était le laboratoire qui faisait la tamarine. Donc, il a été racheté par GSK, maintenant GlaxoSmithKline. Mais à l'époque, si tu veux, tu avais un laboratoire qui s'appelait le laboratoire Fürth. Donc, il était donc au centre-ville de Bordeaux. Tu avais le laboratoire Sargé qui faisait le Sargénor. Tu avais le laboratoire LFT qui faisait la lysopaïne. Donc, sur Bordeaux, tu avais 7 ou 8 laboratoires qui faisaient 3 ou 4 médicaments. Et aujourd'hui, tu as des structures totales et tu comprends que au niveau des sirops antitussifs, par exemple, on a en France 87 laboratoires qui fabriquent des produits antitussifs, donc soit carbocystéine ou acétylcystéine. Et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'arrive toujours pas à savoir, quand on parle de générique, si c'est UPSA qui est le générique de Sanofi ou si c'est Sanofi qui est le générique d'UPSA pour l'aspirine. Donc, ça serait simple à un moment donné de partager la poire en deux et de dire, ben, l'aspirine, celui qui l'a inventé, c'est UPSA. Et on va dire sur la forme effervescente, sur la forme sèche, c'est Sanofi. Mais en faisant en sorte de dire que on ne sait pas quel est le laboratoire princeps, eh bien, on fait en sorte que ces deux laboratoires ne baissent pas leur prix par rapport aux concurrents de 60%. Voilà, donc ça, c'est Big Pharma. Et tu mentionnais notre façon de vivre. On vit si mal en France qu'on se cause nous-mêmes des dépressions et des burn-out. Alors, je pense que le français est déjà un comportement caractériel. Il suffit de voir comment on réagit par rapport à des problèmes, on va dire, de salaire ou de retraite. Dans d'autres pays, en Suisse, en Allemagne, il y a la concertation. Nous, en France, on gueule d'abord, on discute s'il faut à la fin, alors que dans les autres pays, ben, comme ils sont dans la discussion, ils obtiennent beaucoup plus que nos syndicats. Alors, je ne vais pas rentrer dans la politique, je viens déjà de parler de Big Pharma, mais déjà, c'est un type de comportement. Voilà. Ensuite, c'est la culture d'un pays qui est orienté santé ou qui est orienté maladie. Et on est vraiment, en France, orienté symptômes et maladies. Et donc, ben, on va dire, je suis en dépression, mais écoutez, monsieur, vous allez prendre ça, ça et ça. Voilà. Alors que si tu vas en Suisse, effectivement, ben, on va pas te donner de médicaments comme ça, on va te donner de l'aubépine ou de la valériane ou du millepertuis. Voilà. Et le millepertuis, ben, aujourd'hui, il faut savoir qu'il est interdit en France. Donc, c'est pour ça que je reviens un peu encore sur Big Pharma, alors que en Allemagne et en Suisse, c'est la première prescription. Donc, c'est totalement naturel, t'as pas les effets secondaires, et on va en Suisse et en Allemagne, on te rembourse des séances de naturopathie et des séances, effectivement, d'hypnose. Voilà, donc c'est pris en charge. Ok, d'accord. Ça marche pour le contexte. Alors, maintenant, explique-nous. Qu'est-ce que c'est qu'un pré-burnout? Comment est-ce qu'on se le fabrique? Et quelle est la différence avec un vrai burnout alors? Alors, si tu veux, tu as dans le burnout 3 phases. Tu as une première phase, c'est l'alarme. L'alarme, c'est ton corps, si tu veux commencer à être fatigué, donc tu vas, si tu veux, puiser dans ton stock d'adrénaline. Et quand tu commences à augmenter ta dose de café, au lieu d'être à 3 cafés par jour, tu passes à 4 ou à 5. Là, il commence à y avoir un petit problème, c'est que ton adrénaline, elle se vide au fur et à mesure de ton activité qui te stresse, et donc tes surrénales vont s'épuiser. Donc, l'alarme que tu as, c'est que tu te sens oppressé, tu as la respiration coupée, ou souffle court, tu as des barres ici au niveau de la tempe, tu as également l'estomac qui gonfle, tu as donc tous ces symptômes qui font que ton corps réagit à la surcharge de travail et qu'il n'est pas préparé. Soit tu gères pas bien tes émotions, et là on verra tout à l'heure qu'il y a des techniques qui permettent de gérer ça, soit effectivement tu as trop de travail et ton corps est en suradaptation. Alors il y a deux façons. Soit tu comprends et tu t'organises différemment, soit tu continues à appuyer sur l'accélérateur, mais comme les surrénales à un moment donné ne peuvent plus t'apporter l'adrénaline et surtout la noradrénaline, c'est l'énergie. L'adrénaline, c'est le stress, mais la noradrénaline, c'est l'énergie, c'est le métabolite. L'adrénaline, c'est le métabolite de la noradrénaline. Eh bien, ce qui se passe, c'est que ton corps va commencer à fabriquer du cortisol.
Le cortisol, c'est ce qui te permet d'être en résistance. Et quand tu n'as plus de cortisol, parce que c'est un petit peu comme si, tu vois, tu as l'adrénaline, tac, acétylcholine, adrénaline, acétylcholine, donc on augmente le cortisol, et puis si tu n'as pas la DHEA, eh bien, le cortisol prend le dessus, et à un moment donné, tu n'as plus de cortisol. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, la courbe s'effondre, et on parle donc d'effondrement vagal, et là, c'est le burn-out. Et pour ceux qui, malheureusement, nous regardent aujourd'hui, qui ont connu le burn-out, et tu sors pas du burn-out dans 1 mois ou 2 mois, il te faut minimum 1 an. Et je dirais qu'en général, c'est entre 1 an et demi et 3 ans, avec une modification totale du rythme de vie. Donc, si tu veux, le burn-out va se caractériser par un effondrement de la dopamine, de la noradrénaline et du taux de cortisol. Le pré-burn-out, tu n'es pas encore effondré en cortisol. Et quand tu n'as plus de cortisol, eh bien, tu n'as plus d'énergie, mais vraiment plus d'énergie. Ce qui va t'empêcher de passer dans le burn-out, c'est ton taux de sérotonine. Si tu as un taux de sérotonine élevé, bien effectivement, tu ne rentreras pas en pré-burnout. Et j'expliquerai tout à l'heure que la sérotonine, c'est pour moi le marqueur le plus important parce que c'est celui qui va te permettre d'éviter de rentrer dans des anxiétés. Alors c'est le GABA, mais c'est la sérotonine qui va te permettre d'éviter de basculer totalement dans une anxiété profonde et qui va t'empêcher de rentrer dans le burn-out ou la dépression. Donc voilà, si tu veux, pour résumer, le burn-out, ça va être effondrement de la dopamine, effondrement de la noradrénaline, effondrement du cortisol. Donc la dopamine, c'est la motivation, tu en as plus, tu n'as plus d'énergie le matin, et comme la dopamine se transforme en noradrénaline, mais tu n'as vraiment plus rien, et le cortisol ne peut pas prendre le relais. Donc foutu, il faut remonter les stocks, il va falloir manger des protéines, beaucoup de phénylalanine, de tyrosine, de compléments alimentaires, et changer totalement de rythme de vie. Parce que si tu changes pas totalement de rythme de vie, ben, ça peut durer 5 ans, 6 ans, 8 ans. D'accord. Alors, à tes clés, quand tu décris le burn-out, tu parles d'épuisement, t'as plus envie de rien, t'as pas d'énergie, t'es fatigué tout le temps. Ça ressemble vraiment aux symptômes de la dépression, ça. En quoi c'est pas la même chose, un burn-out? Alors, la différence, si tu veux, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on va retrouver un petit peu les mêmes marqueurs, sauf que la sérotonine, elle est vraiment abaissée dans la dépression. Si tu veux, c'est que la dépression, c'est suite à un choc. Ouais. Tu as une dépression parce que tu divorces, parce que tu es licencié, parce que tu as un gros truc qui t'arrive dans ta vie. Alors que le burn-out, c'est un mode de vie. C'est pas un choc qui t'arrive. Si tu veux, c'est un peu comme si tu étais une grenouille dans la casserole et à 20 degrés, elle est toujours vivante. Mais à 40 degrés, elle est morte. Sauf que dans la dépression, c'est un petit peu comme si on lâchait la grenouille dans la marmite à 40 degrés. Waouh, tu as un choc et tu es saisi et tu essaies de réagir. Par contre, dans le burn-out, la grenouille, elle est dans la casserole, 30 degrés, 31 degrés, 32 degrés. Tu as un stress qui augmente de plus en plus jusqu'au moment où il devient pratiquement, entre guillemets, mortel. Voilà. Et tu te réveilles un jour, eh ben, tu n'as plus d'énergie. Et c'est ce qui arrive souvent aux gens, c'est quand ils prennent des vacances, qui disent ce week-end je me repose, et ben comme ils ne sont plus sur les nerfs avec ce cortisol et cette noradrénaline, et ben ils se réveillent avec difficulté et ils vont des fois rester. Moi, je connais pas mal de clients qui sont restés des fois 2 jours sans pouvoir bouger. Et carrément, t'es brûlé de l'intérieur. Ouais. D'accord. Explique-moi en quoi ça suffit pas, tu vois. Donc là, on rentre en été, il fait beau, on dit qu'il faut s'exposer 20 minutes par jour au soleil parce que ça fait de la vitamine D, qui est Ouais. l'hormone du bonheur et du bien-être. On prend un petit peu de vitamine B12 si on se sent un peu fatigué, et hop, on devrait se sentir en super forme. Et pourtant, tu nous expliques que c'est pas le cas. Il n'y a pas d'espèce de remède facile, de recette facile plutôt, pour éviter un burn-out ou pour remonter une dépression. C'est pas aussi simple que ça, hein. Ah, c'est pas un médicament, c'est pas un complément alimentaire. Il faudra les prendre, mais ça va être un changement de style de vie. Si tu changes pas de style de vie, là, ben t'es cuit, hein, c'est le cas de dire. Donc, si tu continues le même travail que tu fais avec la même intensité, tu t'en sortiras pas. Donc, tu auras un arrêt de travail, ça c'est clair. Mais l'arrêt de travail fait que tu auras plus d'activité, donc tu vas te sentir complètement épuisé. Et donc, il y a un changement, une prise de conscience. Donc, méditation, cohérence cardiaque, ça c'est des choses super importantes.
Mais pour réagir à ce que tu dis, quand tu es tout le temps en sollicitation, et c'est ce qui arrive à nos auditeurs, quand tu es tout le temps, si tu veux, à avancer, à sans arrêt, si tu veux, répondre aux mails, aux SMS, et je vois dans la formation que j'anime cette semaine, mais les gens à la pause, qui prennent vite leur portable, au lieu de profiter, si tu veux, de ces séances d'hypnose que l'on fait, tu as des personnes, vite on va regarder qui m'a envoyé un SMS, qui m'a envoyé un mail, et du coup tu fais pas cette coupure de 20 minutes qui est nécessaire toutes les 1 heure et demie, qu'on appelle le cycle ultradien. Eh bien c'est pour ça que l'adrénaline, elle est tout le temps à te maintenir, jusqu'au moment où tu en peux plus. Donc il faut déjà pouvoir toutes les 1 heure et demie faire une pause de un quart d'heure et boire beaucoup d'eau, parce que notre cerveau a besoin d'être hydraté et la plupart des gens sont souvent en déshydratation. Donc c'est un petit peu comme si tu étais en activité, si tu appuyais sur le champignon de ta voiture et qu'il n'y a pas d'eau dans le radiateur. Voilà, donc ce qui est important, c'est que tu as le système sympathique, l'adrénaline, et le système parasympathique, l'acétylcholine. Donc, si tu veux, tu as deux paires importantes donc de neurotransmetteurs ou d'hormones dans le corps. Pour être dans le on, tu as donc la noradrénaline et l'adrénaline, et ce qui va permettre de ramener le circuit en homéostasie, c'est l'acétylcholine. Et puis quand tu passes au niveau du cortisol, ce qui va permettre d'équilibrer, c'est la DHEA. Donc, on va parler du premier niveau. Donc, le système parasympathique, eh bien, il faut savoir, très peu de gens le savent, et c'est ce qu'on dira tout à l'heure, donc à la fin de ce webinaire, c'est que tu as deux systèmes parasympathiques. Tu as un système parasympathique qui est ventral, c'est celui que l'on connaît, donc qui passe à travers ce qu'on appelle ici donc le tronc cérébral jusqu'au psoas, en passant par la gorge, c'est ce qu'on appelle le nerf vague, 10e nerf ou le nerf pneumogastrique. Mais il y a une partie dorsale à ce nerf dont personne ne parle. En France, je suis assez surpris qu'on ne reprenne pas les travaux de Stephen Porges, un Américain qui a trouvé ça dans les années 95. Donc ça fait donc aujourd'hui 25 ans que l'on connaît ce système nerveux donc dorsal. Et si tu veux, c'est le premier système parasympathique qui nous vient donc des poissons. Et l'évolution donc du monde animal fait qu'on est passé par ce système qui est pas myélinisé. Donc comme il n'y a pas de myéline, si tu veux, la conduction est très lente, et quand tu prends un choc, tu peux être totalement figé, et c'est ce qu'on appelle un petit peu la sidération, le freeze, mais tu n'arriveras plus, si tu veux, à avoir de l'énergie, et l'énergie, c'est le système sympathique. J'espère ne pas être trop rapide dans mes explications. C'est clair. Et c'est pour ça que des fois, des gens qui procrastinent, ils disent « moi, je procrastine » ou « je culpabilise, j'ai du mal à passer à l'action ». Tu sais quoi? C'est tout simplement que leur système parasympathique dorsal, à un moment donné, a subi un choc. Et c'est un peu comme s'il était carbonisé. Et le système sympathique, celui qui a l'adrénaline et la noradrénaline, eh bien, c'est celui qui te donne de l'action, de l'énergie. Mais si le premier, il n'est pas réparé, eh bien, tu vas te porter ça des années et des années. Alors, je vais dire aux gens, pour les déculpabiliser, eh bien, soyez certains que c'est pas votre mental que vous n'avez pas envie, c'est que quelque part, vous êtes un peu brûlé et vous n'avez pas cette énergie chimique. Voilà. Alors, le premier exercice que je vais donner aux gens, c'est de prendre, dans ce cas-là, une brosse à dents, un petit peu comme ceci, et la brosse à dents, tu vas te frotter tous les soirs la langue, parce que frotter la langue avec une brosse à dents pendant 2 minutes, ça va libérer ton système parasympathique. Ah bon. Deuxième astuce, allez, je vous donne des astuces aujourd'hui. Un verre d'eau tous les soirs, et tu peux le faire aussi le matin, en faisant un gargarisme. Ouais. Le fait de faire un gargarisme sur les cordes vocales va libérer ton système parasympathique dorsal. Ah bon, tout simplement. Tout simplement. Et tu as aussi, si tu veux, moi j'ai un tapis, alors là je l'ai pas amené, j'ai un tapis avec des picots, si tu veux, qui vient du Tai Chi Chuan. Je me mets les pieds dessus et ça permet aussi de libérer le système parasympathique. Voilà. Sinon, allez voir des personnes qui vont vous faire d'excellents massages pour, on va dire, libérer les fascias, parce que c'est les fascias qui sont bloqués. Et ça, c'est pour moi la base quand les personnes
ont beaucoup d'anxiété ou sont dans des systèmes, si tu veux, de conditionnement dans le travail où il y a sans arrêt de suractivité, ben, il faut passer par le corps pour libérer l'énergie qui est bloquée. Alors, En plus, c'est ouais. intéressant que tu passes par là, parce que je voulais te demander, voilà, à t'entendre parler, on peut savoir que dans ces états de pré-burnout ou de burnout, quand on a une chute de tel ou tel neurotransmetteur, Ouais. on n'a pas toujours le laboratoire d'analyse qui va bien au coin de la rue pour le faire. Est-ce que tu peux décrire des symptômes que toi, n'importe qui, dont moi, peut identifier pour me dire, oh là là, attention, là je commence à être en pré-burnout ou là clairement j'y suis. Est-ce que tu as des symptômes évidents à nous donner? Alors, déjà, premier élément, donc pré-burnout, ben, t'es pas bien. T'es pas bien, c'est-à-dire, tu as toujours un peu mal à la tête, tu as des barres au niveau donc du front, tu as des barres ici au niveau donc des tempes, tu sens que tu as le cœur qui tape fort par moment, et puis dès que tu commences à travailler, tu as l'impression que le corps se met à chauffer, et puis surtout le matin, t'as pas d'énergie. T'as pas d'énergie. Tu es obligé de prendre un café, et ça c'est important. La personne, si elle prend pas de café, ben, tout le matin, elle n'arrive pas à se mettre, si tu veux, en énergie. C'est un petit peu comme un diesel, il n'y a pas le turbo. Tout simplement, c'est que le café va libérer, si tu veux, de l'adrénaline et de la noradrénaline. Le café stimule les surrénales. Donc, ce qu'il y a, c'est que tu vas chercher de l'énergie que tu n'as plus, mais tu vas vider tes surrénales, et ce qui fait que tu vas reprendre un deuxième café, puis un troisième café, et tu es en train de vider ta réserve. Donc, si tu veux, le premier symptôme, c'est quand tu es fatigué le matin, que tu as pas beaucoup d'énergie, et qu'il te faut prendre un café, deux cafés pour commencer, si tu veux, la journée. Et je connais des gens qui, des fois, prennent 3 ou 4 cafés, qui prennent la cigarette, parce que sans ça, ils n'ont pas le stimuli. Mais, en même temps qu'ils n'ont pas d'énergie, ils sont pas bien. Donc, ça veut dire que quand tu commences à pas être épanoui, à être stressé, à avoir je te dis, des éléments ici, d'avoir des tensions, d'avoir des douleurs dans le dos, ben, c'est que c'est l'adrénaline qui est en train de faire les ravages. D'accord. Donc ça, c'est l'état de pré-burnout, c'est ça? Pré-burnout, tout à fait. Alors après, si tu veux, tu peux très bien faire des analyses de sang pour aller voir le cortisol. Tu as le cortisol qu'on appelle libre ou le cortisol de 8 heures. Il y a deux, on va dire, dosages sanguins qui se font. Mais après, le cortisol, il va pas se doser, si tu veux, par le sang, sauf si tu prends le cortisol libre, donc qui est circulant, ou le cortisol de 8 heures du matin. Il se fait donc, si tu veux, par ce qu'on appelle des mouillettes. Ce sont des petites tiges comme ceci que tu vas mettre dans le palais. Donc, tu vas frotter ton palais, tu vas recueillir ceci et c'est mis dans un tube. Et tu auras 4 tubes, un pour 8 heures, un pour 12 heures, un pour 16 heures, un pour 20 heures. Et ça se fait, tu as des laboratoires à Strasbourg ou à Metz, comme le laboratoire Barbier, Barbier, que tu peux contacter. Il t'envoie des tubes et tu vas savoir ton taux de cortisol. La deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir faire aussi des contrôles urinaires, parce que là, c'est urinaire. Donc, de la dopamine, de la sérotonine et de la noradrénaline. Et donc, ça, c'est le recueil des urines pendant 24 heures. Tu as une grosse bouteille qu'on te donne comme ceci et tu vas recueillir, donc faire, si tu veux, un choix, on va dire en prenant une pipette à l'intérieur, que tu envoies au laboratoire et tu auras le taux de tes différents neurotransmetteurs. Ok. Et alors, de la même façon, est-ce que tu peux nous aider à identifier un état de burn-out, un état de dépression? Parce que tu nous as dit que c'était pas la même chose. Et comment est-ce que moi, je suis capable, sans test sanguin ou urinaire tel que tu viens de décrire, comment je suis capable de savoir dans quel état je suis l'un ou l'autre? Alors, si tu veux, ce qu'on retrouve souvent, puisque dans la dépression, tu as la sérotonine qui est abaissée, tu vas retrouver des problèmes de sommeil. Des problèmes de sommeil, soit tu es en hypersomnie, soit tu es en insomnie, parce que la sérotonine se transforme en mélatonine. Donc déjà, si tu as des problèmes, on va dire, d'humeur, que tu as, on va dire, des états dépressifs, tu auras la sérotonine vraiment abaissée. Et donc, ça veut dire que tu n'auras pas la transformation de la sérotonine en mélatonine, puisque c'est la mélatonine qui nous permet en particulier de nous endormir. Alors déjà, il faut savoir que quand tu es fatigué, ben, l'excitabilité neuromusculaire consomme beaucoup de magnésium. Donc, je dis aux auditeurs, ben, quand vous êtes déjà fatigué, prenez beaucoup de magnésium,
Pourquoi? Parce que le magnésium est nécessaire pour la transformation de la sérotonine en mélatonine. Donc, si tu as des carences en magnésium, alors c'est sûr que tu auras des problèmes de mélatonine, donc tu auras des problèmes de sommeil, et du coup, ça va engendrer encore plus de la sérotonine. Et il faut savoir que la sérotonine, elle est libérée aux alentours de 17h, 18h, c'est là qu'elle est fabriquée, et c'est là qu'il faudrait effectivement prendre ce qu'on appelle le tryptophane ou le Griffonia 5-HTP. C'est pas le matin qu'il faut le prendre, c'est pas à midi, c'est pas le soir, c'est à 17h, 18h. Et en général, pour que ce soit plus efficace, manger 1 ou 2 carreaux de chocolat, mais j'ai pas dit à tablette 1 ou 2 carreaux de chocolat, ou des fruits, c'est-à-dire des baies, des cassis, les framboises, etc., qu'on peut trouver dans différentes saisons, parce que le tryptophane se libère encore mieux quand on prend du sucre. Donc à 17h, 18h. Donc 17h, 18h, 3 heures avant de manger, tu prends donc un petit peu de sucre sous forme de chocolat qui contient déjà du tryptophane et on va dire 5 ou 6 framboises, et je peux te dire que tu vas remonter ton taux de sérotonine. Donc la sérotonine, la dépression par rapport au burn-out, c'est que la personne est incapable de se projeter dans le futur. Le burn-out, la personne, elle a envie, elle est motivée, mais elle est fatiguée, elle est épuisée, elle lutte, si tu veux, alors que tout dans son corps indique que tu n'as plus d'énergie. La dépression, tu n'arrives même pas à te projeter, on va dire, dans le futur. C'est comme si tu vivais dans le passé, tu es figé, tu as pratiquement, on va dire, une image qui t'inoptise de quelque chose et tu n'arrives pas, tu n'es plus dans l'instant présent. Tu l'es dans le burn-out, dans l'instant présent, sauf que tu n'as plus de carburant. Et tu vas chercher quelque chose d'artificiel. La sérotonine, la dépression, là, tu n'arrives pas à te projeter. Et c'est ça qui est embêtant parce que tu n'arrives plus à te remettre dans le monde réel. C'est un petit peu comme si tu voyais, si tu veux, la journée avec un écran de verre qui modifie totalement tes perceptions et tes 5 sens. Je ne sais pas si j'étais clair dans la description. Non, très merci. Voilà, on a les idées claires, on sait bien de quoi on parle pour chacun des 3 sujets. Tu as commencé à nous donner alors des petits conseils, et plus que des conseils, des choses à faire pour s'en sortir par soi-même, tout doucement. Alors, on ne peut pas que s'en sortir par soi-même, mais au moins, on peut appliquer 2-3 petits conseils utiles. Ce serait bien si tu pouvais nous en donner pour ces trois états-là. Je vais t'en donner. Alors déjà, ce que je voudrais dire, je vais faire le lien avec ce que tu viens de dire, puisqu'on a parlé donc de problèmes de dopamine qui est lié, on va dire, au burn-out, parce que quand tu manques de dopamine, tu n'as plus de noradrénaline. La sérotonine, tu manques de sérotonine. Et je vais vous dire, moi, ce qui m'inquiète chez les gens, c'est quand ils comprennent pas ces deux mécanismes, tu vas rentrer dans un effet domino. Et l'effet domino, c'est quoi? C'est que la baisse de dopamine, on va commencer dans l'ordre. Premièrement, baisse de dopamine, ça va faire que tu vas avoir beaucoup de colère, d'irritabilité. Et les gens qui sont énervés, qui sont tout le temps en train d'être agressifs, c'est parce que c'est le cortisol qui prend le relais. Et le cortisol, c'est comme la cortisone, ça fait beaucoup de dégâts dans le corps. Pour les personnes qui sont du monde médical et qui m'écoutent, ou les infirmiers, les infirmières, ou les pharmaciens, vous savez que la cortisone, on n'en donne pas plus de 10 jours par an et pas plus de 5 jours d'affilée. Autrement dit, tu pourrais en avoir au mois de mars et au mois d'octobre, mais 5 jours à chaque fois. Voilà. Donc, imagine que la personne soit dans le stress en permanence, elle est fatiguée, elle remue, si tu veux, le cortisol. En plus, elle va être énervée de plus en plus. Tu vas toucher le cœur, tu vas augmenter ta tension artérielle. Voilà, c'est ça que je vais expliquer aux gens. Et je dis aux gens, vous avez beaucoup de chance si vous faites un burn-out. Remerciez votre corps parce que vous auriez dû faire un infarctus. Donc, c'est le meilleur moyen que le corps a trouvé pour te faire baisser le rythme. Mais si tu n'as pas le burn-out, t'exploses. Et c'est l'infarctus. Tension, infarctus. La sérotonine va s'abaisser après, parce qu'effectivement, comme tu es toujours, si tu veux, dans l'action, tu freines jamais, la sérotonine, elle n'arrive pas non plus à faire son rôle. Ça va créer des insomnies, ce qui fait que tu vas avoir, quand tu as une baisse de sérotonine, une envie de sucrer, de prendre de plus en plus de sucre. Tu vas prendre du poids, et ça va effectivement faire grossir ton foie. Parce que quand tu prends beaucoup de sucre, le sucre se transforme en graisse. Et
Le problème, quand on commence à avoir un foie gras, qu'on appelle médicalement une stéatose du foie, eh ben, tu n'arrives plus à perdre du poids. Et les personnes commencent à être enrobées, à être, si tu veux, donc avec des taux de cholestérol qui vont augmenter. Et puis, pareil, ben, tu vas commencer à augmenter les problèmes d'arythmie du cardiaque. Et ça risque de se terminer encore en infarctus. Voilà. Donc, les deux vont se relier. Donc, au départ, tu avais le problème d'être dans un rythme qui te menait à l'infarctus, tu as eu le burn-out. Tu n'as pas eu le burn-out, mais tu continues, ben la sérotonine va prendre le relais et là, tu vas avoir des problèmes cardiaques. Et ça, c'est un effet domino qui est important. Il n'y a pas que le burn-out, il y a ce qui se passe à côté quand tes organes y pètent. Ça c'est, tu peux rien faire d'autre. Bien sûr, Olivier. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez poser des questions dans le chat. On en prendra un petit moment après pour que je me fasse le relais de ces questions-là. Alors, ouais, je vais répondre à ta question parce que j'ai pas répondu, j'étais un peu lent. Voilà, parce que j'ai retenu, excuse-moi. Donc, effectivement, ben, pour le GABA, c'est le GABA qui est en cause, eh bien, faites de la marche rapide, 30 à 40 minutes minimum tous les jours. La marche rapide va augmenter le taux de GABA. Voilà, ça c'est important. Pour la sérotonine, faites de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, 5 à 10 minutes, 3 fois par jour, va vous permettre, d'augmenter votre taux de DHEA. Donc la DHEA augmente au bout d'un mois de 40%, et la DHEA, c'est ce qui régule le cortisol, mais ça augmente aussi la sérotonine. Voilà. Et je vous ai dit donc l'exercice de faire des vocalises avec de l'eau, donc de faire des gargarismes, et là tu vas vraiment remettre ton système parasympathique, celui qui régule l'adrénaline grâce à la libération d'acétylcholine. D'accord. Ok, très bien. Et alors, dans les cas plus difficiles d'une dépression, alors il y a tout un éventail des dépressions. Il y a des dépressions sévères, il y a des dépressions légères, il y a des dépressions saisonnières. Tiens, d'ailleurs, c'est la même racine, la dépression saisonnière ou la dépression légère? C'est la même chose. Si tu veux, alors c'est compliqué. Là, je vais rentrer dans le monde médical. Et après, si tu veux, je veux pas me substituer à un médecin. Tu as des dépressions endogènes, tu as des dépressions effectivement exogènes. Tu as plusieurs types de dépression. Mais la dépression saisonnière, ben, on la vit tous parce qu'effectivement, à un moment donné, ben, tu n'as plus cette vitamine D qui est indispensable. Et là, la vitamine D, c'est aussi ce qui va t'empêcher de rentrer en dépression. Ce qu'il faut savoir que on est à 88%, je crois, en dépression de vitamine D. Ouais, c'est vrai. Même les gens qui vivent dans le sud de la France. Donc, il faudrait, depuis le mois de mai jusqu'à fin octobre, pouvoir se mettre en bras de chemise, ouvert jusqu'ici, et prendre le soleil tous les jours pour pas avoir de carence. Donc, ça, c'est pour les 6 premiers mois. Donc, il y a des gens qui ont une carence parce qu'ils n'ont pas ce soleil-là, et t'imagines que pendant l'hiver, ça va commencer à baisser. Donc, la vitamine D a des impacts sur beaucoup de choses. Ça va jouer sur la thyroïde, parce que si tu n'as pas le taux de vitamine D qu'il faut, tu n'auras pas la conversion de la TK30 en T3. Donc, moi, je dis, prenez la vitamine D toute l'année, minimum 400 unités. Moi, je prends un peu plus que 400 unités. Alors, tu as des personnes qui vont pouvoir effectivement avoir des doses de 50 000 ou 100 000 unités, donc tous les mois pendant 2 ou 3 fois, comme vont donner des médecins. Ça parce qu'il y a une grosse carence, mais après, il faut continuer à prendre de la vitamine D, donc tous les jours. 400 unités par jour? Ouais, moi, je suis à beaucoup plus que ça. Je prends 1000 UI par jour. D'accord. Parce qu'après, ça agit sur l'hormone de croissance, ça agit, et quand je travaille avec les sportifs, je leur préconise, si tu veux, de prendre beaucoup de vitamine D. C'est essentiel au niveau hormonal. Ouais, tout à fait. Sur la prévention des cancers, de la santé cardiaque, ça fait tout la vitamine D, et tu as raison, on est tous en France. Tous. On est majoritairement très carencés. Vitamine D, oméga 3. Oméga 3 matin et soir. Je mange des poissons, je mange des oméga 3 matin et soir. Super. Donne-nous un message d'espoir, et plutôt donne-nous des conseils, docteur. Alors, tu ne fais pas de prescription, on le sait très bien, mais alors, des conseils de prévention ou des conseils d'hygiène de vie. Donc là, pour le coup, est-ce qu'on peut sortir d'une dépression? Est-ce qu'on peut sortir d'état dépressif? Tout à fait. Alors, la première chose, moi je dis toujours, sauf si on a une dépression très profonde,
La méditation, effectivement, est quelque chose qui est très important. Mais pour les gens qui ont des méditations très profondes, des fois, la méditation, elle peut aggraver. Parce qu'effectivement, voilà. Donc, il y a la méditation et surtout les techniques de respiration. Voilà, la respiration, c'est important, c'est capital. Au niveau de la dopamine, par exemple, c'est des respirations, j'en ai parlé la dernière fois, alternées, où tu vas effectivement boucher comme ceci pendant 5 secondes et souffler ensuite par l'autre narine. Et tu vas inspirer à nouveau, donc lentement, boucher la narine et faire ça pendant 5 minutes et tu vas augmenter ton taux de dopamine. La relaxation pour toutes les personnes qui sont en dépression, c'est super important en inspirant et en soufflant, mais lentement par la bouche. Ce que tu vas retrouver en sophrologie et que tu vas, si tu veux, avoir pour toutes les personnes qui sont anxieuses, toujours souffler par la bouche et ça te permet vraiment de réguler. C'est-à-dire que la respiration, elle va donner l'électricité au cerveau. Et c'est les cellules gliales qui sont, si tu veux, sous l'influence de la respiration. Si tu respires pas, ben, c'est un petit peu comme si tes cellules gliales, c'est un petit peu l'hydratation, c'est le radiateur du cerveau. Eh bien, tu mets pas d'eau dans ton radiateur. Donc, à un moment donné, ça va chauffer et tu vas faire des pétages de neurones. Mais c'est vrai en plus. Donc, sachez toutes les 1 heure et demie faire des pauses. Sachez aussi apprendre à respirer, à faire la cohérence cardiaque et plein d'exercices qui vont permettre effectivement de changer le rythme. Il ne faut pas croire qu'un médicament ou un complément alimentaire va te permettre d'aller moins mal. Ça te permettra d'aller peut-être un peu mieux sur le temps, mais à un moment donné, si tu continues pareil, ben, ton corps, ben, il va continuer, si tu veux, à fatiguer et les compléments alimentaires ne feront plus grand-chose. Bien sûr. D'accord. Alors, ça fait à peu près 40 minutes qu'on est ensemble. On a balayé le sujet du pré-burnout, du burnout et de la dépression, des formes de dépression. Il nous en manque un qu'on a annoncé au début du webinaire, mais qu'on n'a pas encore abordé. Est-ce que tu aurais 5 minutes, s'il te plaît, pour nous parler de l'anxiété et des états anxieux? Alors, tout à fait. Alors, l'anxiété, si tu veux, va se retrouver avec la dopamine qui est abaissée, parce que la dopamine, c'est ce qui donne l'énergie, mais la noradrénaline augmentée. C'est-à-dire que les gens qui sont anxieux, ce sont pas des gens qui sont fatigués. Au contraire, ils sont super excités parce que, tu as la noradrénaline qui est augmentée et deuxièmement, tu as le GABA qui est abaissé. Or, le GABA, c'est ce qui est le off du cerveau. C'est ce qui va permettre, on a 35% des neurones qui sont des neurones à GABA, de réguler la vitesse de transmission d'informations. Pour te donner une idée, et ça parlera donc aux auditeurs, la dopamine, c'est le voltage du cerveau. Donc, si tu veux, la dopamine, c'est ce qui te permet d'avoir du volt. C'est la volonté. Quand tu as pas de dopamine, tu comprends le burn-out, tu comprends la dépression, tu n'as plus d'énergie. C'est le voltage. L'acétylcholine, c'est ce qui te permet d'avoir la vitesse de transmission. Et quand la vitesse diminue d'acétylcholine, eh bien, on arrive à ce que l'on appelle donc Parkinson. Parkinson, c'est une baisse d'acétylcholine et donc l'influx nerveux est envoyé, par saccade. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le rythme, c'est le GABA. Et le GABA, si tu veux, c'est un inhibiteur. Donc, quand tu n'as pas assez de GABA dans ton cerveau, ce qui se passe, eh ben, tu rentres dans des anxiétés et la médication française ou occidentale va te donner ce qu'on appelle des tranquillisants ou on va dire des benzodiazépines. Et les benzodiazépines agissent spécifiquement au niveau des récepteurs GABA. Et on y trouve quoi dedans? Le Lysanxia, le Lexomil. Ce sont des anxiolytiques qui sont de la forme benzodiazépine. Eh bien, tout simplement, tu peux très bien en pharmacie acheter, c'est sans ordonnance, du GABA. Mais, je dis bien, attention à tous ceux qui m'écoutent, ne prenez pas de médicaments tranquillisants ou anxiolytiques en même temps. Parce que là, vous renforcez les effets et vous allez effectivement avoir des effets secondaires importants, des endormissements en conduisant. Mais au lieu de passer effectivement sur le Lexomil ou le Lysanxia, commencez par du GABA 500 mg ou du GABA 750
ou une plante que j'aime beaucoup, moi, qui s'appelle donc je suis en train de chercher le kawa kawa. Donc kava kava ou kawa kawa chez les Hawaïens. Et une plante, moi, que je préconise pour toutes les personnes qui nous écoutent quand elles sont pas bien, c'est de prendre du kudzu. C'est une plante chinoise, KUDZU, qui agit à la fois sur la sérotonine et sur le GABA. Et moi, je préconise ça pour les gens qui arrêtent de fumer pour toutes les addictions, avec de la spiruline, parce que la spiruline va stimuler la dopamine et le kudzu va stimuler la sérotonine et le GABA. Donc là, ça te permet de remonter, d'avoir un effet tunnel. D'accord. Puisqu'on est dans les plantes, est-ce que tu penses du bien des plantes dites adaptogènes? On pense à la rhodiola rosea, on pense au Tout ginkgo à fait. C'est une super plante. La rhodiola, elle agit sur la dopamine. Elle agit sur la dopamine. Et si tu prends en même temps du safran, parce que moi j'aime bien l'association rhodiola-safran, ça va agir à la fois sur la sérotonine et le safran renforce aussi la dopamine. Donc l'effet de la rhodiola. Rhodiola est une superbe plante. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de l'utilité des massages pour soulager les fascias, pour libérer les tensions du corps. Ouais. J'imagine que tu as des informations aussi sur, enfin du moins j'ai lu deux, trois choses passer, moi de mon côté, sur l'importance de l'acupuncture, du shiatsu, enfin des méthodes manuelles orientales, des états psychiques. Tu as des informations là-dessus? Alors, si tu veux, bon, moi je suis pas un praticien, si tu veux, du shiatsu. Bon, je pratique un peu alors je vais pas dire l'acupuncture, l'acupressure, parce qu'il faut pas dire ce mot-là, il est réservé aux médecins. Je travaille avec un appareil d'acupuncture électronique, de stimulation électronique, et en travaillant, si tu veux, moi je me suis formé avec le livre du docteur Jacques Stell, et que je recommande à tout le monde, qui est un immense bouquin, où pour toutes les problématiques, tu as les points qu'il faut effectivement stimuler ou, on va dire, diminuer, parce que c'est lié surtout, ce qu'il faut savoir, selon les saisons. Selon que tu es au printemps, en été, en hiver, c'est pas les mêmes points. Tu vas avoir un point qui est là ou un point qui est là, selon la saison différente. C'est sur le même méridien, mais c'est pas le même point. Voilà, et je stimule, moi, avec un appareil électronique pendant 1 minute qui permet soit de disperser le point, soit au contraire de le renforcer. D'accord. Et puisqu'on est dans les massages et les automassages, est-ce que tu aurais des points à conseiller? Alors, tu viens de dire que ça pouvait varier dans le temps, mais est-ce que tu aurais des points à conseiller pour retrouver de l'énergie, pour stimuler la dopamine, pour se calmer? Est-ce qu'il y a des choses un peu réflexes quelque part? Alors, moi, j'ai mis des points comme ça sur ma chaîne YouTube il y a 3 ans. Tu as, par exemple, pour stimuler, tu as 4 doigts en dessous du nombril. J'ai pas dit 2 doigts, j'ai dit 4 doigts. C'est-à-dire, tu prends comme ceci tes 4 doigts, tu mets au niveau du nombril et tu vas avoir ce point que tu vas stimuler effectivement pour augmenter ton énergie, augmenter ta libido. Tu as également le point ici, le troisième œil, que tu vas faire dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 1 minute et qui va te permettre d'avoir de l'énergie. Tu as le point, ce qu'on appelle c'est pas les 1000 piliers, c'est les 1000 réunions, le point des 1000 réunions, comme ceci. Donc, tu es là et tu descends un petit peu derrière et tu fais ça pendant 2-3 minutes. Et moi, je le préconise même à mes champions sportifs pour s'échauffer avant de démarrer l'échauffement. Tu fais comme ceci. Voilà. Yeux ouverts ou yeux fermés, comme ceci, et tu vas carrément augmenter ton énergie. Là, tu as le triple réchauffeur. Donc, si tu fais le triple réchauffeur comme ceci, là, tu fais monter la puissance. Quand tu es fatigué le matin, tu fais comme ceci, là. Donc, ce sont des points, si tu veux, ici, tu as triple gouverneur, là, tu as vésicule biliaire, vessie, et là, tu as le triple réchauffeur. Tu as ces 4 méridiens sur la tête. Donc, si tu veux, dès que tu as des peurs, des anxiétés, ce sont ces 2 points, enfin, qu'on va faire, sachant que là, c'est plutôt la colère et là, c'est les peurs, et que tu vas tapoter. Moi, je fais comme ceci, là. Et quand tu vas faire là, tu vas augmenter, on va dire, l'énergie du triple réchauffeur, et c'est ce qu'il faudrait avoir. Et ensuite, un autre point pour les gens qui sont très fatigués, mais vraiment quand tu es au bout du rouleau, que tu n'as plus d'énergie, le point estomac 36 que tu vas prendre avec 4 doigts donc de la main et tu vas te mettre au niveau donc alors, pas de la rotule, au niveau du genou, mais du côté extérieur. Ouais. Et tu vas descendre, si tu veux, avec tes 4 doigts. Et ensuite, tu vas, si tu veux, mettre 2 doigts sur la largeur. Tu vas sentir une sorte de protubérance. Ouais. Et tu stimules comme ceci. Il faut savoir que les samouraïs ou les berbères dans le désert, c'est ce qu'ils font.
C'est un point qui est très connu chez eux. Ils se font une coupure avec le couteau pour se faire saigner et faire une croûte. Et en fait, tous les jours, ils s'enlèvent la croûte pour opérer. Non, je rigole pas, pour stimuler en permanence. Pour ça que les berbères, ils sont infatigables. Donc le point estomac, 36. C'est ça le secret. 4 doigts dessous. Ouais, ben, il y a plein de points comme ça. Ouais. Après, ça, c'est mes techniques pour les sportifs. Voilà, parce qu'après, tu as d'autres points pour faire remonter les surrénales avec des huiles essentielles ou des choses comme ça. D'accord. Ok. Bon, Olivier parlait juste d'une égratignure. Hein. Prenez pas le couteau pour vous attaquer le Ah non, genou. faut pas le faire, faut pas le faire. Ça, c'est ce qu'ils font eux parce qu'ils en ont besoin dans le désert. Mais tu prends pas ça, tu prends avec tes 4 doigts comme ceci, puis tu vas vers l'extérieur, 2 doigts, et tu vas stimuler comme ceci, 2 minutes. Mais le faites pas le soir, faites-le le matin. Alors attention, pas le faire pour les femmes enceintes. Attention, les points que je suis en train de vous dire là, ne les faites pas si vous êtes enceinte. D'accord. Ok. Très bien, Olivier. Avant de passer dans le détail de la Neuro Success Academy, de l'offre que tu as formalisée, je voudrais revenir avec toi sur un point qu'on n'a pas encore abordé, qui est dans quel cas ça peut ne pas marcher. Est-ce qu'il y a une ligne rouge, un point franchi qui n'est plus récupérable? Est-ce qu'on peut ne jamais sortir de la dépression? Est-ce qu'on peut ne jamais se relever d'un burn-out? Ou est-ce que de toute manière, là, tu apportes une bonne solution à chaque fois et il y a une bonne solution? Alors, tu ne te relèveras pas si tu ne comprends pas pourquoi tu es arrivé là. Moi, c'est un principe du développement personnel. Je le dis, moi, dans toutes mes vidéos YouTube. Si tu prends pas la responsabilité et à 100% de ce qui t'est arrivé, ben, en fait, tu seras toujours une victime. Parce que ça sera la faute au divorce, ça sera la faute au licenciement, à l'employeur qui t'a licencié. Non, c'est pas sa faute. C'est la façon dont toi, tu as géré tes émotions. Donc, il nous arrive des choses à tout le monde. Moi aussi, j'ai vécu des moments difficiles, mais c'est le moment où tu comprends que c'est toi qui as la responsabilité de gérer tes émotions, que tu vas faire un effort pour changer. Et effectivement, ça va être dans l'apprentissage du yoga, ça va être dans le tai chi chuan. Il y a des gens qui auront besoin d'évacuer du stress ou des anxiétés en faisant du sport. Il y a plein de techniques qui existent, mais si tu changes rien, tu auras les mêmes résultats. Donc le problème qu'il y a, c'est que quand je vois des personnes qui n'ont pas tenu, on va dire, compte d'un burn-out, et ben qui continuent pareil. Quand elles se prennent une deuxième burn-out, là, je peux te dire, là, c'est l'arrêt de travail total, parce qu'ils pourront pas remonter comme ça. Tu peux toujours remonter, mais à condition de comprendre ce qui t'a amené à ce point de rupture. Parce que si tu roules à 200 à l'heure dans le virage, à chaque fois, tu vas te prendre le mur qui est en face. Et le mur, il va pas disparaître. Donc, il va falloir que tu freines, parce qu'à 200, tu peux pas passer. Donc, il va peut-être falloir rouler à 120 dans le virage ou à 80. Ben oui, parfait. Mais je voulais entendre de toi ce message positif et certifiant qu'on peut toujours s'en sortir et d'une dépression lourde, d'une dépression longue et des états de burn-out, on peut toujours en revenir. Tout à fait. Alors, tu as eu la bonté de nous envoyer des petits extraits vidéo que je voudrais vous passer maintenant parce que la qualité est extraordinaire. Et puis, ce sont des petits samples, des petits exemples, des vidéos qu'a préparé Olivier pendant 3 mois, un montage professionnel. Des montages avec Dan, mon caméraman, avec des choses pour vraiment harmoniser, si tu veux, tout ce que je disais par rapport à des montages qu'on a créés nous-mêmes. Donc ça, c'est important parce que nous sommes le créateur des animations que vous allez voir. Parce que pour le coup, tu as parlé très vite, tu as donné un tas de solutions déjà dans le webinaire d'avant, mais bon, du coup, ce soir, les gens n'ont pas forcément vu. Tu as donné un tas d'informations et je vois dans les questions, mais vous parlez trop vite, j'ai pas eu le temps de noter. Alors rassurez-vous, ces informations-là, plus beaucoup d'autres, ont été concentrées par Olivier dans une offre, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, voyons voir un premier extrait. Alors nous allons rentrer dans le détail et parler des neurones et voir des notions générales sur le neurone. Le neurone représente l'unité fonctionnelle du système nerveux responsable de l'émission et de la propagation du message nerveux. C'est une cellule qui possède un métabolisme exceptionnellement élevé, ce qui requiert un approvisionnement constant et abondant en oxygène et en glucose qui sont apportés par le sang artériel. Du point de vue morphologique, bien que leurs formes soient diverses, les neurones sont classiquement constitués d'un corps cellulaire que l'on appelle soma, et dans certaines littératures on parle de péricaryon, P-E-R-I-K-A-R-I-O-N,
ainsi que de prolongations neuronales qu'on appelle les dendrites ou les axones, comme on le voit sur le schéma. Le point d'arrivée de l'information nerveuse au niveau du neurone est représenté par les dendrites et le corps cellulaire. Alors ça, c'est la première petite vidéo. Je vous invite tout de suite à... Je suis un peu fatigué parce qu'on a fait 89 vidéos. On voit que je suis comme ceci. Il y a eu... Alors le cerveau est la partie du système nerveux central située dans la boîte crânienne et représente la partie la plus volumineuse et la plus développée fonctionnellement. Il est composé de deux hémisphères cérébraux, un gauche et un droit, qui sont séparés par une profonde fissure. D'un poids moyen de 1,3 kg à 1,8 kg, le cerveau est protégé par les trois membranes méningées qui l'entourent, ainsi que par le coussin liquidien, qui est représenté par les ventricules remplis de LCR. D'un point de vue développemental, le cerveau est issu du prosencéphale, c'est-à-dire le stade à 3 vésicules, et du télencéphale, le stade à 5 vésicules. Bien que les hémisphères cérébraux soient deux entités anatomiques distinctes, ils sont connectés anatomiquement et fonctionnellement par l'intermédiaire des commissures de substances blanches, dont la plus significative est le corps calleux. Et vous allez voir en même temps, après, on a les couleurs que vous avez vues qui vont permettre d'indiquer celles qui libèrent le GABA, celles qui libèrent la dopamine, donc au niveau du cortex préfrontal. La sérotonine est libérée au niveau donc du cervelet. Donc je peux vous dire, quand vous avez vu ça, vous avez une encyclopédie devant vous que vous pouvez profiter tout au long de votre vie et vous allez comprendre à la fois tout ce que j'ai dit, mais le voir en relief et le comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Alors ça c'est cette partie théorique, mais derrière, il y a plus de 20 exercices, et des exercices assez exclusifs qui vont permettre de libérer les endorphines, qui vont permettre justement pour des dépressions ou autres, de retrouver, mais à une vitesse grand V, grâce, on va dire, à des exercices qui vont libérer des neurotransmetteurs. Parfait, effectivement. Donc, voilà, tu as fait, je crois, 89 vidéos explicatives sur comment prévenir et se sortir du pré-burnout, du burnout, de la dépression et des états anxieux. Donc, tu as compilé, tu as dit le terme exact, une encyclopédie, et une encyclopédie pas que savante, mais pratique, puisque tu as donné plein de solutions naturelles, mais c'est pas péjoratif, plein de solutions qui sont accessibles à tous pour se sortir de ces états-là. Donc, je vous joins, hop, voilà. Ça doit apparaître sur votre écran. Ouais, c'est ça? Voilà, ça doit apparaître sur votre écran. Vous pouvez profiter de l'offre qui est en promotion jusqu'à dimanche. Vous avez la possibilité, c'est écrit, 100%, oui, tout à fait, de payer entre 3 et 10 fois. Alors, la somme renvoie à la quantité d'informations et les solutions pratiques. 89 vidéos, des solutions, des exercices donnés par Olivier avec une qualité visuelle dont on a vu un exemple qui rend le contenu accessible pour tout le monde. Olivier, avant de te rendre... Oui. Si je peux rajouter, il y a un webinaire de suivi tous les mois, ce qui permet aux personnes de me poser des questions tous les mois par rapport à ce que... Donc, on a tenu à ce qu'il y ait, on va dire, une sorte de suivi qui soit de 2 heures, 2h30, une fois par mois pour répondre à toutes les questions. D'accord, super. Donc, avec toi? Avec moi, tout à fait, en live, en direct. C'est pas, il n'y a pas que le format électronique, il y a la partie vraiment interactive. Super. Très bien. Bah, écoute, Olivier, avant de te rendre ta liberté, parce que je sais que tu es en session en ce moment, tu es fatigué et tu nous consacres du temps, on va pas trop t'en prendre, mais un peu quand même, on va profiter de toi. Je voudrais répercuter quelques questions qui nous ont été posées par les auditeurs, je crois, des milliers ce soir hein, à t'écouter. Et donc, je vais répercuter que quelques questions, évidemment. Dont une qui précisait un point qu'on n'a pas abordé, c'est la dépression de la jeune maman. Oui. Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus? Alors là, effectivement, il y a un côté biologique, mais il y a aussi un côté psychologique. Effectivement, c'est un changement d'état. Quand effectivement tu es, on va dire, une femme et que tu deviens maman, quelque part pendant 9 mois, tu as porté ton enfant et tout d'un coup, tu t'en sépares. Et il y a effectivement
un stress qui va se faire. Alors personnellement, moi je suis pas un spécialiste de l'accompagnement par rapport à cet aspect-là. Il faut se faire donc accompagner. Tu sais que comment je suis toujours à envoyer vers les bonnes personnes par des psychologues, effectivement, qui sont des spécialistes de ce genre de choses, parce que il y a une prise de conscience et de comprendre qu'il y a un état qui change, c'est-à-dire que tu es passé comme quand tu deviens adolescent et tu passes adulte, et ben là c'est pareil, c'est un changement de devenir mère. Eh ben, la première fois, c'est une initiation quelque part, et ça demande de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc c'est pas pour moi que biochimique, c'est surtout psychologique et de comprendre ce qui va se passer. D'accord. D'accord. Est-ce que, alors, la réponse va venir d'elle-même, un internaute se demande, est-ce qu'on peut soulager un burn-out avec des antidépresseurs? Alors, on n'utilise jamais les antidépresseurs sans, on va dire prescription médicale, parce qu'il y a plusieurs types d'antidépresseurs. Donc déjà, ne touchez pas à ça sans que ça vous ait été prescrit par un médecin. Il faut savoir que tu as des antidépresseurs qui agissent sur l'inhibition de la recapture de la sérotonine, qui permettent, comme le Prozac, donc la molécule, c'est la fluoxétine, d'augmenter artificiellement le taux de sérotonine, non pas en créant plus, mais en l'empêchant d'être recapté. Mais tu as des dépressions. Aujourd'hui, on est sorti de ce mode qui était uniquement de donner donc de la fluoxétine, de remonter aussi les taux, donc on va dire de dopamine, parce que tu as plusieurs types de dépression. J'ai pas voulu rentrer tout à l'heure dans le détail. Tu as des dépressions qui sont caractérisées par une baisse de sérotonine, d'autres par une baisse de dopamine. Donc effectivement, eh bien, certains dépresseurs peuvent agir sur la dopamine et pourraient agir, on va dire, sur le burn-out, mais je ne veux pas aborder plus loin parce que quelque part, il y a des diagnostics qui doivent être faits. Et c'est pas du tout les mêmes choses et c'est pas les mêmes médicaments que l'on donne. Bien sûr. Claudine te demande, si on se lève et qu'on sent que l'on ne va pas y arriver, difficulté à raisonner, incapacité de faire quoi que ce soit, grosse angoisse généralisée, est-ce en lien avec le système parasympathique dorsal dont tu nous as parlé tout à l'heure? Il y a des chances. Il y a des chances ou le fait que le cortisol soit complètement effondré. Taux de cortisol effondré, ben, ça se traduit par aucune énergie, mais le système parasympathique, si tu veux, quand effectivement dorsal a été plombé, ben, effectivement, il faut vite, moi je vais dire à la personne, allez vite voir quelqu'un qui va vous faire un massage thérapeutique pour, ben, donner de l'ocytocine par le contact. Donc ça, c'est une hormone qui permet d'aller vers des états, on va dire, de bonheur, de bien-être, mais surtout de pouvoir vous faire étirer quelque part les fascias, parce que ça va libérer les tensions accumulées qui vous empêchent donc de retrouver ça. Mais faites attention aussi au taux de cortisol et surveillez votre taux de magnésium sur les symptômes que vous m'avez donnés. D'accord. Alors le magnésium, je vais juste dire, les gens qui prennent un mois de magnésium, ça sert à rien. C'est comme pisser dans un violon. Quand tu as été très fatigué, c'est 6 mois de magnésium. 6 mois de magnésium, parce qu'effectivement, il faut 3 mois pour reconstruire, on va dire, le stock, et après 3 mois pour faire la réserve. Parce que chaque fois que tu vas être stressé, ben, tu vas pomper dans ton taux de magnésium. Voilà, donc faites attention, si vous avez de l'ostéoporose, ne prenez pas de calcium en même temps que le magnésium. Prenez plutôt le magnésium le matin, le calcium le soir, pour éviter donc l'annihilation. Parce que si tu prends du lait avec du magnésium, ça sert à rien. Les deux se conjuguent. Très bien, très bonne information. Dis-moi Olivier, pour nos auditeurs qui seraient en dépression longue et donc sous antidépresseurs depuis des années, est-ce qu'ils peuvent passer, switcher comme ça des antidépresseurs vers les conseils que tu donnes dans l'offre? Non. Là, je donne des conseils, mais toujours pareil. Derrière une dépression, ben, il faut bien voir que ça peut être grave si tu veux d'arrêter des antidépresseurs. Donc, parlez-en toujours à votre médecin, parlez-en toujours à votre pharmacien. Ça, c'est important. Par contre, il est évident que moi, ce que je préconiserais, c'est de faire tout ce qui est mantra. Pour quelqu'un qui a un problème de sérotonine, le ou le ça va stimuler à la fois certaines zones qui sont ici et stimuler des zones, on va dire, au niveau de la tête.
Et les mantras, donc les sons vocaux plus exactement, qu'on utilise le matin et le soir, vont permettre de stimuler la sérotonine. La sérotonine, donc, est sensible à ces sons vocaux. D'accord. Très bien. Tu parlais tout à l'heure des neurotransmetteurs en lien avec nos états d'âme et nos émotions. Alors, sans compter les situations lourdes de dépression, il y a des états d'âme qui sont autour de la tristesse ou bien de la culpabilité. Pour les gens qui se sentent très facilement coupables et qui vivent tout sous le modèle de la culpabilité, ça te dirait quoi en termes de neurotransmetteurs défaillants? Ah ben là, si tu veux, c'est toujours une alchimie. C'est toujours, si tu veux, un cocktail. Un cocktail parce que si tu veux, t'as pas un neurotransmetteur qui correspond à une émotion. C'est un cocktail de plusieurs trucs. Il faudrait aller voir la glycine. La glycine, c'est effectivement comme le GABA et ça va jouer beaucoup sur ces états de mal-être, de culpabilité, de victimisation. Et bien évidemment, il y aura un taux de noradrénaline abaissé. Ça, c'est clair parce que si tu veux, les personnes qui se battent plus dans la vie, elles ont plus de noradrénaline. Voilà. Donc, quand tu commences à avoir des idées noires, que tu broies du noir, ben, il y a un problème de noradrénaline. Ça, c'est important. C'est ce qui te donne la positivité. Il y a la glycine et il y a un problème de GABA. D'accord, c'est très clair. Plusieurs personnes donc qui n'ont pas suivi le précédent webinaire, mais c'est normal, te posent la question de savoir ce qu'est la cohérence cardiaque. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que Oui, c'est? alors la cohérence cardiaque, si tu veux, c'est une méthode qui a été rendue célèbre par le docteur Servan-Schreiber dans le livre Guérir en 2000. Une technique qui nous vient donc du docteur John O'Hare, donc qui est un médecin canadien qui a travaillé au départ sur les techniques de respiration pour faire baisser la tension ou des personnes qui étaient avec des tensions élevées ou qui avaient des risques cardiaques. Et il a découvert que cette respiration dont je vais vous parler permettait de faire baisser la tension, de faire baisser, si tu veux, les risques cardiaques, mais en plus, comme il faisait, si tu veux, des suivis de ses médecins, de ses clients, pardon, de ses patients, plus exactement, il faisait des analyses de sang, il s'est aperçu que la sérotonine de sang est, on va dire, au niveau urinaire, donc il y avait des augmentations de sérotonine, de DHEA, et d'acétylcholine. Donc, si tu veux, c'est tout ce qu'il faut par rapport à ce qu'on a parlé tout à l'heure. L'acétylcholine, ben, ça permet de lutter contre le stress, l'adrénaline. La DHEA, ça permet d'augmenter, si tu veux, la résistance au cortisol, parce que c'est la paire qui équilibre le cortisol, et ça augmente la sérotonine, donc le bien-être. Alors, la cohérence cardiaque, c'est une respiration qui se fait sur 5 secondes à l'inspire, comme ceci, 1. Et je bloque pas, je souffle 5 secondes. 1, 2. Et j'inspire à nouveau. En fait, le cycle complet fait 10 secondes. Et donc, tu dois faire 6 cycles par minute. Et ça va avoir des effets au bout de 3-4 minutes. Quand je le fais, moi, dans mes cours, les personnes, elles sont somnolentes. Alors, si tu le fais dès le matin, ben, ça te permet d'empêcher d'être dans le burn-out et la recherche de café. Tu vas être dans un rythme différent. Et ça, c'est super intéressant. Alors, dans la formation, on fait d'autres techniques de cohérence cardiaque améliorées. Et c'est essentiel. Alors, je vais vous dire un élément clé qui fait que tout le monde, quand j'explique cet élément clé, se met à se faire de la cohérence cardiaque matin et soir. C'est que la DHEA, qui est libérée par la cohérence cardiaque, qui augmente de 40% au bout d'un mois, eh bien, c'est l'hormone de la jeunesse. Donc, mesdames, pourquoi prendre des crèmes de DHEA ou d'aller faire des injections de DHEA après 55 ans pour éviter d'avoir des rides? Vous avez la possibilité, grâce à la cohérence cardiaque, d'augmenter votre DHEA. Et vous, messieurs, eh bien, il faut savoir que la DHEA, ça agit sur la testostérone. C'est le précurseur de testostérone. Donc, quand on commence après 50-55 ans à avoir quelques petites faiblesses, pas avoir la même virilité qu'avant, ben la DHEA va vous redonner donc votre verve de vos 30 ans. Excellent conseil, je suis sûr. Et tu vois, si on faisait comme ça, je pense que en France, on aurait moins d'antidépresseurs. Tu vois, il faut pas partir pour enlever les maladies, mais pour améliorer le bien-être.
Exactement. Tiens, bien-être. Tu me donnes la perche pour la dernière question. Dis-moi. Donc, si je comprends bien, il y a un lien évident que tu nous expliques entre les neurotransmetteurs et nos émotions, nos états d'esprit, nos états d'âme, Ça, c'est clair. aux signaux médicaux de dépression et de maladie psychique. Et est-ce que ça marche dans le sens inverse? C'est-à-dire, je veux dire, est-ce que si tu nourris des pensées positives, est-ce que si tu nourris de l'amitié, est-ce que tu nourris des bons sentiments envers toi et envers les autres, tu vas à l'inverse agir sur ton neurotransmetteur et les faire remonter? Est-ce que ça marche? Ma réponse est positive et elle va être un peu longue pour expliquer. Si tu veux, émotion, une émotion, c'est étymologiquement I, en anglais le E, tu vois, qu'on prononce I, emotion, c'est-à-dire énergie en mouvement. Et notre cerveau, si tu veux, réagit sous l'influence du cortex singulaire, donc aux neurotransmetteurs qui sont libérés. Sauf que quand nous avons été dans nos 15 premières années, on a vécu des choses, alors des fois positives, négatives, et on a pu à un certain moment se brancher sur quelque chose qui nous a choqué, un stress, ou au contraire quelque chose de très positif. Ce qui se passe, c'est que ton cerveau va libérer beaucoup de ces neurotransmetteurs par rapport à cette émotion, positive ou négative. Le problème qu'il y a, c'est que ton cerveau, il est, on va dire, submergé par cette libération de neurotransmetteurs. Et du coup, pour pas que l'émotion prenne le pas, ton cerveau va créer plus exactement des neurorécepteurs qui sont là pour absorber les neurotransmetteurs. Tu comprends le principe? C'est-à-dire pour pas que tu baignes dans un stress, une colère, une tristesse ou dans une joie excessive, ton cerveau va créer de suite des neurorécepteurs pour absorber ça, pour pas que ce soit envahissant. Le problème qu'il y a, c'est que ces neurorécepteurs, sous cette émotion très forte, positive ou négative, eh bien, vont rester après cette création, après cette neurogénèse. Et le problème qu'il y a, c'est que tu vas ensuite, de manière inconsciente, être attiré vers un type de situation, de personnes, de rencontres, pour générer à nouveau, eh oui, tu vois le conditionnement skinnérien, comme on dit. Il y a behavior et il y a skinnérien. Donc Skinner expliquait ça, c'est-à-dire que tu vas générer des situations pour créer ce même, on va dire, type de neurotransmetteur, un petit peu comme si tu étais addict. Et le problème, c'est que tu vas répéter inconsciemment pour créer ça. Donc, tu as une émotion, ça dure quelques secondes. Le problème, c'est que si ça s'entretient plusieurs heures, c'est plus une émotion. Une émotion, c'est juste là pour envoyer un message. Ça devient un sentiment. Et surtout, si ça se met dans une pensée à côté, ça devient vraiment un sentiment. Et au bout de quelques jours, c'est plus un sentiment, c'est un trait d'humeur. Tu as une humeur massacrante, tu as une humeur maussade, alors que 5 jours avant, tu allais bien, tu as eu une rupture dans ta vie, et tout d'un coup, waouh, ça te met dans une colère, et puis cette colère va créer du cortisol, et puis tu vas commencer à ressasser, et ce trait d'humeur, au bout de quelques semaines, ça devient une humeur. Et puis, au bout de quelques mois, si ça continue, si tu fais pas un travail sur toi, eh ben, ça devient un trait de caractère, et ça va devenir ton caractère, ou un de tes caractères possibles. Et arrivé à 30-40 ans, ça commence à devenir ton identité. Ensuite, ça deviendra ta personnalité. Pour répondre, donc effectivement, si tu entretiens dans l'autre sens, et c'est là que je dis que comme l'ont expliqué des travaux qui ont été faits, tu vois, si tu veux, comme si tu avais deux types de neurorécepteurs, ceux que tu as eus pendant 10 ans qui ont été sur cette tristesse, sur cette dépression, sur ce stress, et puis les énergies positives, les émotions positives, les pensées positives que tu entretiens. Mais tu comprends que tu as deux poids. Tu as une boule noire, il faut que la boule blanche devienne plus lourde que la boule noire pour que ce soit elle qui puisse diriger ça. Donc ça se fera pas en un mois, ça se fera pas en 3 mois, il faudra 6 mois à 1 an et demi, effectivement, et je le dis aux gens, on dit 6 mois à 1 an et demi d'entretien et pas 21 jours, comme j'entends dire bêtement qu'au bout de 21 jours, c'est le changement de cellules. Les cellules se renouvellent tous les 21 jours. Mais les neurones, si tu veux, ils créent pas des synapses, si tu veux, et faire des comportements qui seraient faits au bout de 21 jours, il faut 6 mois à 1 an et demi. Mais l'auditeur a posé une excellente question. C'est que si tu es dans des pensées positives en permanence,
Et Christophe André est vraiment dans le positivisme, il en parle beaucoup, il en parle beaucoup. D'ailleurs, lui, il est à l'hôpital Saint-Antoine, spécialiste donc des dépressions, et il fait pratiquer la méditation et ce qu'on appelle l'optimisme. Je suis en train de chercher la positivité. Et donc, si tu es dans la gratitude, ben, tu vas libérer de la dopamine, de l'ocytocine et de la sérotonine. Voilà, la gratitude, attitude, c'est vraiment, si tu veux, dopamine, ocytocine et voilà. Et j'avais fait une conférence TEDx il y a maintenant 2 ans où j'expliquais que les paroles valorisantes, tout ce qui est paroles valorisantes, ça libère de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone qu'on dit du bonheur. La sérotonine, c'est la sérénité, mais le bonheur, c'est l'ocytocine. Donc les contacts avec les gens, les câlins, les contacts physiques, et pour ceux qui effectivement sont tout seuls dans leur vie, aller à la piscine pour avoir le contact de l'eau ou des massages. Mais effectivement, pour répondre, et j'ai pris un petit peu, donc j'ai voulu prendre le temps pour expliquer, les pensées positives vont générer des neurotransmetteurs, mais tu ne sauras pas forcément passer en mode automatique avant 6 mois à 1 an et demi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si tu prends la décision de le faire, tu vas pouvoir changer, mais il va falloir être dans la persévérance. Et là, vous serez surpris à un moment donné de vous apercevoir que vous êtes toujours dans la béatitude. Mais béatitude ne veut pas dire que vous êtes, on va dire, un bisounours. Ça veut dire que vous êtes dans une transformation et une vision de votre vie totalement différente. Parfait. Et c'est justement, il y a des méditations que j'apprends pour libérer les endorphines. Les endorphines liées avec l'ocytocine, c'est extraordinaire pour se sentir bien. Parfait. Docteur Madelrieux, Olivier, merci beaucoup pour ce formidable webinaire. Merci, Monsieur Laine, François. Merci à toutes et tous de m'avoir écouté. Et surtout, profitez de l'été pour aller au soleil le plus souvent possible pour faire votre stock de vitamine D pour l'hiver. Tout à fait. Chers auditeurs, vous pouvez évidemment retrouver ce webinaire en replay sur la chaîne Bibouda. Vous ne manquerez pas de le faire, j'en suis sûr, au regard du nombre d'informations prodigieux qui nous a été donné. Olivier, tu es un puits de science et on ne s'ennuie jamais à t'entendre. Merci beaucoup pour ta générosité et pour les informations que tu as données. Merci à toi. Au plaisir de te revoir. À bientôt. Merci.